Merci Madame Nicleto Odia pour cette invitation encore. Je me trouve très heureux dans le sens que nous venons encore dans notre rendez-vous scientifique pour nous partager des connaissances sur le sujet intitulé « Le partage de la succession ». Par définition, nous disons le partage successoral comprend l'ensemble des opérations ayant pour but de mettre fin à l'indivision héréditaire par la répartition entre les héritiers de la masse successorale ou héréditaire, laquelle masse qui comprennent actifs ainsi que passifs sont laissés par les décoyus les jours de son décès. Messieurs et dames, vous allez comprendre que ici, là, nous allons parler de partage, de la succession. Ici, c'est que les biens laissés par les décoyus doivent être départagés parmi ses membres ou parmi les héritiers. Et cela, ce sont les biens qui constituaient l'actif du patrimoine, y compris aussi les passifs du patrimoine. Je crois dans notre leçon de la fois passée, vous en avez déjà la connaissance. Mais bien avant le partage, messieurs et dames, comprenez que nous allons ici parler d'abord de certaines conditions préalables à ce partage. Nous avons voulu d'abord parler de deux conditions préalables. La première des conditions, c'est la liquidation successorale, ainsi que la deuxième condition, qui est la dissolution du régime matrimonial. Parlons d'abord de la première condition, qui est celle de la liquidation successorale, que vous allez bel et bien retrouver à l'article 794. En d'autres termes, 794 du Code de la famille, ici en République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce qu'on peut définir, on peut dire sur la liquidation? Permettez-moi que je puisse faire une petite lecture. La liquidation, c'est l'ensemble des opérations qui ont pour objet la détermination d'une part des personnes qui doivent venir à l'hérédité, de la consistance des masses appelées autrement l'actif ainsi que passif, et d'autre part les droits des héritiers dont la liste est établie par la liquidation ou par les liquidateurs. Ici, c'est que cette masse successorale des biens ainsi que des devoirs doivent être partagés ou distribués par les héritiers. Comme autrefois, nous avions démontré les catégories d'héritiers, les uns après les autres. Maintenant, ici, nous parlons de deux conditions préalables à la distribution ou bien au partage de cette succession. Parmi ces conditions, comme nous n'avons à citer, on a parlé de deux, premièrement, parce qu'on doit en ajouter. Mais nous avons parlé de la liquidation. Ici, on nous dit il doit y avoir une liquidation. Lorsqu'on parle de la liquidation, c'est l'action de liquider. Liquider signifie partager. Et l'administration aussi, qui peut s'en surgir. Et nous devons parler maintenant, en premier point, de la désignation du liquidateur de la succession. Vous allez trouver que à l'article 794 ou 95, excusez-moi les termes,
du Code de la famille. Ici, qui nous parle de la manière ci-de-suite. Avec votre permission, on peut lire cette disposition de l'article 795 du Code de la famille, qui nous dit que en cas de succession ab intestate, le plus âgé des héritiers sera chargé de la liquidation de la succession, ou en cas de désistement, celui qui sera désigné par les héritiers. Donc, pour dire que dans cette succession pareille, ne peut être désigné liquidateur. Un liquidateur, c'est un administrateur, c'est un gestionnaire d'une succession. La disposition que nous venons de lire nous parle, nous précise que en pareil cas, c'est le plus âgé des héritiers. Il s'agit de quel type d'héritier? Il s'agit des héritiers de la première catégorie d'abord. C'est ainsi, pour aller très loin, on trouve que c'est là où cette imposition répond d'abord à l'origine du droit traditionnel. Les droits traditionnels auxquels les rédacteurs du Code de la famille ont fait allusion. Ici, ils ont fait allusion, premièrement, à la coutume. Si ce n'est pas la coutume, au liquidateur qui est imposé par le testament, le testataire lui-même, qu'il a établi. Si ce n'est pas à celui-là, on peut faire recours à un liquidateur qui sera désigné par les tribunaux ou la juridiction compétente. À défaut de juridiction de paix, c'est la juridiction de grande instance. Ici, cet article de 1900 et plutôt 195 alinéa 1er qui dispose qu'en cas de succession ab intestate, le plus âgé des héritiers sera chargé. Ici, il ne s'agit pas de n'importe quel héritier. Je reprécise bel et bien les termes. Il s'agit des héritiers de la première catégorie. Mais c'est lorsque ce dernier va désister qu'il y a lieu, cette fois-ci, de recourir à d'autres héritiers, soit c'est les puinés, ou peut-être les cadets. Mais admettons que l'héritier est né, par exemple, ou le plus âgé qui soit aîné de la famille, mais celui-là est interdit. Mais à un interdit, il est effectivement interdit de ne pas poser les actes juridiques. Parce qu'il est interdit de ne pas poser les actes juridiques, il n'est pas en aucun cas engagé toute la famille. Il ne peut pas engager non plus seulement la famille, mais la succession en soi. Excusez-moi. Deuxièmement, là c'est le liquidateur qui est choisi par les autres membres ou les autres cohéritiers. Mais lorsque ce ne serait pas le cas avec celui-là, il y a lieu de recourir à un héritier ou à un liquidateur que nous appelons testamentaire. Je crois dans la notion sur des personnes qui doivent succéder ou la succession, bien entendu. Nous avions parlé d'un liquidateur placé par le liquidateur, plutôt par le découru sur lui-même. Là, ce n'est ni la volonté du tribunal ou des juges, ni au moins la volonté aussi des autres membres comme héritiers, mais ce liquidateur revient
ou est placé selon la volonté du décoyus lui-même. C'est pourquoi nous l'avons appelé autrement. Il s'agit bel et bien du liquidateur testamentaire ou qui revient de la volonté du décoyus seul. Il n'a pas de problème quant à ce. C'est pourquoi dans cette liquidation pareille, il n'est là que pour exécuter la volonté du décoyus ou du décédé seul. Troisième point aussi, nous avons le point du liquidateur judiciaire. Le liquidateur judiciaire, quant à lui aussi, ne vient pas seulement en vain, mais il vient lorsque ces conditions ou l'une de ces conditions s'impose, que vous allez retrouver à l'article 795, alinéa 3, qui impose la substance. Ou soit à ce niveau, dans le sens que les héritiers sont d'abord inconnus. Lorsque les héritiers sont inconnus, ou les héritiers sont éloignés, là, à ce niveau, il y a lieu de recourir à un liquidateur judiciaire. Il y a une personne qui est décédée, qui a laissé, c'est bien. Mais comment on peut le faire? Qui peut les administrer? Il y a des dettes, des créanciers qui viennent de part et d'autre. Comment faire? Il faudrait que quelqu'un d'autre soit là. Et le tribunal ou la juridiction de jugement vient et impose, en pareil cas, un liquidateur ou un gestionnaire. Deuxièmement, c'est lorsque les héritiers ou tous ont renoncé à la succession. En cas de renonciation, en d'autres termes, les héritiers disent les héritiers sont connus, mais ils ont refusé de venir à la succession. Ou personne d'entre eux n'a accepté la charge du liquidateur. À ce niveau, c'est le tribunal qui doit choisir. Généralement, c'est le tribunal de paix ou le tribunal de grande instance. Tout dépend de la valeur plutôt de la succession en face. Troisièmement, c'est lorsqu'il faut au moins que la liquidation ait fait l'objet d'une grave contestation. En cas de contestation dans la liquidation, qui peut être successible plutôt liquidateur? Non, c'est celui-là. Non, ce n'est pas celui-là. C'est là le nez de tous les problèmes dans la famille ou dans les familles congolaises. Quand il y a des contestations pareilles, on saisit la juridiction pour que le tribunal puisse, au moins, cette fois-là, imposer ou établir, parce que ce n'est pas la voie d'autorité, un liquidateur pour les héritiers. Et en ce moment-là aussi, excusez-moi, vous allez lire cette notion à l'article 796 ou 796 du Code de la famille. Mais cette fois-ci, on dit, dans cette disposition, on nous dit, nul n'est tenu d'accepter les fonctions du liquidateur. Personne. Quand bien même on vous a désigné, mais ce n'est pas forcément accepté. C'est comme je venais de dire, ça peut être un liquidateur désigné par les restes des successibles ou les co-héritiers, ou à défaut, excusez-moi, c'est par la loi, ou à défaut, c'est ce que le testateur avait voulu. Mais la personne du liquidateur n'est pas tenue. C'est sa volonté seule qui est comptée. Mais le liquidateur ne travaille pas seul.
Le liquidateur doit travailler. À ses côtés, il y a un bureau que nous appelons les conseils de famille. Et avec l'accord unanime des héritiers, le liquidateur administre la succession. Pendant qu'il est en train d'administrer la succession, il a au moins un pouvoir. Et ce pouvoir-là, que lui confère au moins la loi congolaise en la matière, pour organiser. Et il lui confère le pouvoir le plus étendu pour poser les actes. Les actes que nous appelons les actes généraux, ainsi que les actes purement spéciaux. Voyons d'abord les actes généraux de la liquidation. À ce niveau, dans sa gestion, il peut poser les actes ci-après. La détermination des héritiers et leur part héréditaire. Donc le législateur, lui, et plutôt le liquidateur, lui, a la mission de déterminer, de lister les héritiers de la succession de M. X ou de Mme Y. Non pas seulement cela, il a la mission de régler les passifs. Donc, c'est ce que nous appelons le règlement du passif. Le règlement du passif, c'est qu'il a la mission de payer les dettes que les découlus avaient laissées, que les décédés avaient laissées. Il a cette mission-là de régler les dettes. Et non pas seulement cela, il a la mission aussi d'exécution des dispositions testamentaires. Donc c'est une succession testamentaire. Lui comme un exécuteur, comme mandataire exécuteur de la succession, il est dans l'obligation de respecter le prescrit et de payer ou d'exécuter ce que les découlus lui-même en avaient fait. Deuxième point, il y a les actes spéciaux, ou appelés autrement les actes exceptionnels dans la procédure. Les actes spéciaux exceptionnels ici sont ceux-là qui entrent dans la procédure, qui apparaissent comme les prolongements de l'exercice de pouvoir de liquidation. Il doit le faire ensemble avec les autres. Et ce pouvoir se traduit par quatre au moins interventions. Première intervention, c'est l'introduction d'une requête en investiture. Dès lors qu'on a été désigné liquidateur, choisi ou accepté comme tel par les héritiers ou contestés, le liquidateur a le plein pouvoir d'introduire une requête devant une juridiction de jugement, tribunal, pour qu'il soit investi. On appelle cela requête en investiture du liquidateur. Deuxièmement, c'est la demande de maintien en indivision de certains biens héréditaires. Donc, il a la possibilité, en dehors de la requête, de la première requête, de demander au tribunal qu'on maintienne d'autres biens, qu'on ne puisse pas se les partager, et à certaines conditions. Pourquoi? Parce que d'autres héritiers sont encore mineurs, où il y a des causes qui ne peuvent pas permettre à ce qu'on puisse se partager, ou qu'ils puissent se partager, bien sûr, les héritiers de cette hérédité. Troisième cause aussi, c'est la vie pour homologation du droit de reprise. C'est un droit de reprise que chacun de vous pouvait peut-être retirer. Ou à défaut, ce sont les héritiers qui pouvaient reprendre dans leur hérédité. Troisième point, et quatrième plutôt, et le dernier, c'est la contestation du projet de liquidation établi par le bureau
de la succession. Il arrive des fois aussi que les bureaux de la succession ont eu à établir un projet de la liquidation, mais lui comme expert, désigné par la famille, désigné par la loi pour cette fin, ou peut-être ce n'est pas par la loi, par les découilles sur lui-même, il peut s'opposer à ces plans-là. Ce n'est pas de cette façon que les choses peuvent arriver. Mais, qu'à cela ne tienne, quel est le rôle que doit jouer le conseil de famille en cette matière? En premier lieu, la composition du conseil de famille se réserve ou se révèle au moins différentes selon les cas. Parce que doivent intervenir comme dans l'administration ainsi que dans la liquidation, au moins aussi, de la succession ou dans le partage. Donc le conseil de famille intervient, joue un rôle très primordial, très important qu'il ne faut pas écarter. Excusez-moi. Premier rôle, voyons attribution du conseil de famille. Vous allez trouver cela aux articles 809 du Code de la famille. Dans les cas sous examen, le conseil de la famille a 3 attributions. La première attribution, il surveille l'administration et la liquidation de la succession par les liquidateurs. Lorsque le liquidateur est en train de poser ses actes, le conseil de famille surveille tous les actes que le liquidateur est en train de poser. Comme premier rôle. Deuxième rôle, il approuve les actes des dispositions telles que le paiement des dettes ainsi que les legs accomplis par les liquidateurs. Il y a paiement des dettes, il y a des legs des biens de tel et tel, on avait donné à tel, c'est tel-là qui devrait bénéficier. Le conseil de famille est là pour approuver quant à ça. Troisième point, il donne son avis aussi. Le conseil de famille a droit aussi de donner un avis. Mais cet avis, c'est un avis obligatoire, c'est un avis facultatif, excusez-moi, qu'il s'agirait. C'est pourquoi à ce niveau ici, parlons de ces avis à donner. Et c'est dans les 3 cas différents. On dit, lors de l'approbation de la clôture des comptes du liquidateur par le tribunal, qui tranche en dernier ressort tout litige. Lorsqu'on a tranché déjà tout litige par le tribunal, le conseil de famille demande quel est votre avis que vous donnez quant à ça. Deuxième avis qu'il faut donner, c'est lorsque la proposition du liquidateur tendant, ou qui tend plutôt, à obtenir le maintien de l'indivision de tout parti de la succession. Ici, on demande au conseil de famille, qu'en dites-vous? Parce que ici, le liquidateur dit, tel et tel bien, on ne peut pas se les partager, ça doit rester un tel. Ce sont les biens qui sont communs. Ou à défaut, c'est la généralité, ou tous les biens dans l'ensemble, ou c'est seulement une certaine catégorie de biens. Quel est votre avis? C'est l'avis qu'on demande au conseil de famille qui doit s'exprimer. Et dans cette hypothèse, vous allez trouver cela à l'article 810 du Code de la famille. Et troisièmement, troisième cas de l'avis, c'est à l'article 811 du Code de la famille. C'est lorsque parmi les héritiers, il se trouve encore
certains d'entre eux qui sont mineurs ou qui sont interdits, conformément à l'article 811 du Code de la famille. Voyons alors le cas de désaccord sur la liquidation. Lorsqu'il y a le désaccord sur la liquidation de l'héritage ou la répartition de celle-ci, les conseils de famille arbitrent les conflits. Dans l'arbitrage des conflits, vous allez trouver cela à l'article 72 du Code de la famille. Si la solution n'est pas acceptée, c'est cette disposition-là du Code de la famille qui doit s'appliquer. Les tribunaux compétents fixent définitivement l'attribution des parts héréditaires aux gens. Il peut alors, cette fois-ci, en cas de contestation, recourir à l'article 815 du Code de la famille, qui voudrait que, en cas de petit héritage, ainsi que de grands héritages, qu'on puisse fixer l'opinion quant à ça. Voyons alors le rôle du bureau de succession ou de la succession. 1. Le bureau de la succession joue double rôle. Premier rôle, le rôle de consultation. Deuxième rôle, de la liquidation aussi. Il revient ici pour dire que dans l'un comme l'autre, il faut faire la part des choses entre la succession qui va au-delà, donc une petite succession, et une grande succession. Voyons d'abord le rôle de consultation des bureaux ainsi. En cas de succession dont la valeur est supérieure à 1 250 000 francs congolais, excusez-moi, à ce niveau-là, le conseil de famille est sur avis conforme de celui-ci. Les bureaux de succession peuvent être consultés par les liquidateurs sur l'établissement de l'actif, la détermination des héritiers légaux et les testamentaires, ainsi que leurs parts héréditaires respectifs, que vous allez trouver à l'article 814 du Code de la famille. C'est ce bureau-là, comme consultant qui peut être là. Voyons dans le cadre de la liquidation, excusez-moi le terme, le rôle de la liquidation. Le bureau de succession peut lui-même établir un projet de liquidation. Nous en avons au moins parlé déjà, qui peut être constaté par les liquidateurs et les conseils de famille devant le tribunal de paix. Dans le sens qu'après avoir établi ça, mais les liquidateurs ou bien les conseils de famille peuvent contester, soit l'un à défaut de l'autre. Peut contester cela devant le tribunal pour dire ce que le bureau a fait, nous ne sommes pas contents, il en conteste. C'est là, devant ce bureau, sans difficulté aucune. Et à ce niveau, il faut savoir que la liquidation comme un travail, il n'est pas bénévole. Le bureau n'a que 1% sur la valeur de la valeur totale de la succession dans ce qu'il est en train de faire comme travail.
Là, nous avons terminé avec la première condition du partage. Deuxième condition du partage, de la succession. On parle de la dissolution du régime matrimonial. Mais, avant d'aller, ou de scruter quant au fond de la dissolution du régime matrimonial, il est nécessaire quand même de définir ou de donner de manière brève ce qu'on attend par le régime matrimonial. Le régime matrimonial n'est rien d'autre qu'un ensemble de règles qui régissent les effets patrimoniaux du mariage dans le rapport des époux entre eux d'une part et avec des tiers d'autre part. Donc ici nous disons, c'est l'ensemble des règles, ce sont des conditions, ce sont des clauses qui régissent les effets patrimoniaux. Les effets patrimoniaux, ce sont les avoirs, ce sont aussi les devoirs, autrement appelés les dettes ou les obligations entre époux durant leur mariage, et vis-à-vis aussi des tierces personnes qui ne sont pas de ces liens. Ne perdez pas de vue, lorsque nous avons parlé de la considération de la famille, en disant que nous avons une considération générale au niveau ici de l'Afrique, alors que la considération européenne nous dit que la famille est composée de papas, de mamans ainsi que des enfants. Mais tandis que dans la famille congolaise, la considération de la famille est constituée de papas, mamans bien sûr, des enfants, des oncles, des tantes, des frères et sœurs. Là, c'est une considération générale. Au sein de quelle famille on trouve des célibataires, on trouve des mariés, des divorcés, ainsi que des veuves et consorts. Là, on reviendra dans notre leçon à venir. Voyons les causes de dissolution du régime matrimonial. Le régime matrimonial qui a eu à choisir un peu les gens pour la direction des effets patrimoniaux, du ménage ou du mariage. Mais ce régime-là aussi a certaines causes parce que ça a commencé, ça doit se dissoudre. Les causes sont ici résumées en 3 parmi tant d'autres. Nous avons la mort de l'un des époux. La mort de l'un des époux donne lieu aussi à la dissolution du régime matrimonial. Deuxièmement, nous avons le divorce entre époux et nous avons l'annulation du mariage qui a eu lieu. Là, nous avons épinglé quelques 3 causes. Il y en a tant. L'absence aussi existe et on va y revenir. Parlons d'abord, dans le cadre de cette étude, nous allons nous préoccuper d'abord de la mort, parce que nous parlons de la succession. Ici, raison pour laquelle nous parlons du décès de l'un des époux. C'est pourquoi nous parlons de la mort de l'un des époux. Et pour quel effet? La mort, quelle que soit son origine ou sa cause, a principalement pour les effets suivants. Parmi les effets, elle met fin au mariage de plein droit. Quand il y a la mort, il n'y a plus le mariage. Deuxièmement, la mort donne l'ouverture, donne possibilité plutôt, à l'ouverture de la succession du décousu, de la personne qui est décédée. Et troisièmement, la dissolution ou la mort donne droit aussi à la dissolution du régime matrimonial auquel les époux étaient liés. Et troisièmement, la mort donne la possibilité à la liquidation de la succession
au règlement des passifs indiques et actifs, plus la distribution de l'hérédité aux successibles. Cinquièmement, c'est ce que nous avons appelé le partage de cela. Quels sont les effets de la dissolution du mariage, et plutôt du régime matrimonial? Comme on a dit, que la mort donne lieu à ce que les régimes matrimonial commettent fin, ou à ce régime matrimonial qui n'est plus l'exercice ou l'exécution. À ce niveau, certes, la dissolution du régime matrimonial a pour conséquence suivante. En premier lieu, chacune des époux va rentrer ou demeurer dans ce presté état. C'est pour dire que les époux vont se considérer comme n'étant pas encore liés. Parce que la mort de l'un d'entre eux, les biens rentrent dans le patrimoine de chacun des époux. Deuxièmement, chaque partie dispose de ses biens de manière absolue. Donc, l'homme, tout comme la femme, chacun d'entre eux va au moins disposer de ses biens comme il l'attend, à maître absolu. Voilà, messieurs et dames, comment est-ce que nous avons résumé ces deux premières conditions, ou les conditions précurseurs au partage proprement dit de la succession. Je crois, madame, avec votre permission, si vous allez encore nous inviter à l'émission de la fois passée ou bien prochainement, nous allons revenir pour parler de la répartition ou du partage de la succession de manière à donner à nos amis ou de se partager le point de vue conformément à la loi. Du reste, merci d'avoir été nombreux à nous suivre. Nous ne saurons terminer cette émission sans toutefois dire merci et saluer certaines personnes qui nous ont encouragés par leurs questions. Où nous disons les questions, nous allons répondre dès lors que nous allons terminer. Si on nous invite encore sur ce plateau, prochainement, on va en terminer. Il s'agit de Madame Philomunda la Charmante et sans oublier Madame Généreuse Seya, laquelle nous fait toujours la fierté en nous habillant. Et nous passons aussi directement à saluer Madame Lydie Mianda sur abattoir Entrée Petro-Congo, abattoir public, et Madame Gina Bamupalabi. C'est là accepter de trouver notre sincérité de gratitude. Du reste, sans oublier les techniciens qui nous ont accompagnés ici, Jancy Kibala, Julien Kamuntu, et du reste de l'équipe technique qui nous a accompagnés. Merci beaucoup.